Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez consacré 20 ans de votre vie à faire de débutants des stars incontournables. Vous avez tourné la page voici 15 ans, mais vous l'ouvrez à nouveau dans un livre où vous démontrez, selon la formule consacrée, que les agents sont de braves gens. Bonjour Dominique Besnéard. Bonjour Jacques, merci de m'avoir invité. Écoutez, je ne pouvais pas ne pas vous inviter avec ce livre Art Média, une histoire du cinéma français que vous signez avec Nejma Van Egmond. On en parlera tout à l'heure longuement. Car finalement, c'est votre histoire. C'est l'histoire de vos débuts avant de devenir producteur. Oui, mais c'est aussi l'histoire d'un monument, c'est Art Média. Et moi, je suis rentré chez Art Média en 85. On va en parler, en parler parce qu'on va revenir un peu en arrière sur votre vie, selon le principe des clés d'une vie. Et la première date que j'ai trouvée vous concernant, Dominique Besnéard, c'est le 10 décembre 1975, la sortie d'un film dont voici le générique. Un sac de billes. Ouais, c'était mon premier film comme casting. Et franchement, c'est grâce à Jacques Doyon qui m'a permis d'entrer dans ce métier. Et puisqu'on cherchait les enfants, les deux petits héros juifs pour cette adaptation de Francis Joffo. Et donc, il m'a demandé j'ai eu du pot de tomber sur lui, chercher un stage. J'avais fait déjà une grande série pour la télévision, mais les séries, la télévision n'était pas reconnue par le CNC pour avoir les papiers comme assistant. Donc j'ai fait ce film et donc j'ai trouvé un des deux enfants avec Jacques. Et ensuite j'ai passé, c'était mon premier film, donc j'étais dans un état. J'étais tellement dévoué, c'est le cas de le dire, parce que j'ai fait des repérages en moto, en mobilette, parce que j'avais pas le permis de conduire. Et surtout, j'ai rencontré Claude Berry qui m'a vu sur le tournage à Menton. Et comme tous les Allemands, il y avait beaucoup d'Allemands, parce que c'était pendant cette sombre histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Doyon voulait que ce soit des vrais Allemands. Donc j'allais dans les campings chercher des vrais Allemands, c'était l'été, et ils avaient tous des cheveux longs, et je leur demandais s'ils voulaient se couper les cheveux, ils avaient une prime, et ils se faisaient photographier en Asie, ils disaient je vais envoyer ça à mon grand-père. Et Claude Berry a vu ça, et il m'a dit dès que c'est terminé le sac de billes, tu viens me voir, et tu vas rentrer à Rennes Productions, et on va te présenter tous les metteurs en scène, et tu travailleras avec moi. Ouais. Et donc j'ai rencontré Sauté, Granier de Fer, Polanski grâce à Claude Berry. Oui, et il fallait le faire, il fallait oser ce genre de choses. Il faut savoir qu'un sac de billes, donc c'est un coiffeur qui s'appelle Joseph Joffo qui écrit ce livre. Personne n'en veut, et Jean-Claude Lattès le repère, le fait réécrire par Claude Klotz, Patrick Covin, et ça devient un livre vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde. Et jusqu'à la fin de sa vie, je me souviens de Joseph Joffo à la Forêt des Livres de Gonzague-Saint-Brie, tout seul sur son stand, vendant son livre, et ça marchait. Cela dit, il n'aimait pas le film, parce qu'il trouvait que c'était trop politiquement incorrect. Et parce qu'on parle de la sexualité, lui, il avait un côté seul. Donc, il n'aimait pas le film. Ils ont refait une version il y a quelques années avec Patrick Bruel. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que dans les dates importantes, il y a le 5 février 1954, c'est ma naissance et c'est l'ouverture de l'Olympia. Mais oui, je pensais que tu allais commencer par ça. Non, mais ça, c'était... Et l'ouverture de l'Olympia avec Lucienne Delille et Mebarelli et avec Gilbert Bécaud qui vient quelques semaines plus tard. Ouais. Et qui fait l'ouverture. Non, parce qu'à chaque fois, je me dis l'Olympia, a été inauguré le jour de ma naissance. Eh ben, c'est une bonne chose pour vous deux. Alors, il se trouve aussi que ce film, Un sac de billes, a été un triomphe, mais c'était pas facile de trouver des comédiens enfants. Il n'y avait pas les règlements d'aujourd'hui qui sont très stricts, mais c'était pas simple non plus, Dominique Besnéard. Pas du tout. Enfin, moi, j'ai fait parce qu'à un moment donné, après le sac de billes, j'étais le spécialiste pour trouver les enfants et les adolescents. Donc, je savais qu'à l'époque, il fallait des autorisations, et heureusement, parce qu'on ne pouvait pas aborder les mômes comme ça, même s'il n'y avait pas toutes les histoires de pédophilie qu'on connaît maintenant. Je ne me serais jamais permis d'arrêter un gosse en disant, voilà, tu veux faire du cinéma, et il manquait les bonbons et tout ça. Donc j'avais des autorisations, bien sûr, de l'éducation nationale, et j'allais aussi beaucoup dans des écoles privées, donc il y avait moins de bureaucratie, et on pouvait avoir vite
vite l'autorisation. Donc j'allais beaucoup dans les écoles selon les films. Par exemple, quand j'ai fait la Drôlette, je suis resté presque 3 mois dans le Calvados et dans la Manche pour trouver cette petite fille. Donc j'avais une autorisation Non, mais c'était bien, heureusement. Voilà. Et le premier enfant star du cinéma, je ne sais pas si vous le savez, c'est John Leslie Cogan, Ouais. qui a démarré à 18 mois et qui est devenu le Kid à 7 ans dans Charlie Chaplin Ouais. et qui a fait une fortune et qui a terminé sa vie en jouant dans une série de télévision qui s'appelait La Famille Adams. Ah oui? Oui, Je savais pas. il faisait l'oncle Fester. Alors, le métier d'agent, finalement, au départ, Dominique Besnéard, vous ne le connaissiez que par les livres. Oui, par les livres et surtout pour moi, il y avait un mot, et comme tu connais bien aussi le monde, pour presque autant le monde de la chanson, ça c'était l'impresario. Oui. Et l'image un peu d'Épinal de l'impresario, c'est celui qui porte les valises et qui donne 90% à l'artiste et 90% pour lui et 10% à l'artiste. Ouais. C'était ça un peu, le côté un peu pas très franc du collier, pas très honnête. Thierry Deluron les appelait les dents de la mer, d'ailleurs. Oui, ah, ça, ouais. Alors qu'avec le temps, c'est devenu heureusement une profession d'abord reconnue par le ministère du Travail à l'époque. Et donc, c'était pas du tout. Heureusement qu'il y avait une réglementation, qu'on pouvait pas devenir agent comme ça. Malheureusement, à cause de l'Europe, il faut plus une licence pour être agent. Tout le monde peut être agent. Et moi, je pense que ce libéralisme a quand même abîmé quelque chose, parce que quand vous voyez la liste des agents, la plupart, on les connaît pas. Ils sont peut-être agents de leur belle-sœur ou de leur petit frère, et c'est pas très sérieux. Et à l'époque, les Bovici a fait que cette profession était très, très, très bien protégée. Oui, alors au départ, votre Bible, c'était le Bellefeuille, et Oui. l'annuaire où l'on trouvait tout ce qui se rapportait au cinéma. Ben oui, parce que moi, quand j'étais en Normandie et au lycée, que j'aimais les acteurs, je savais même pas ce que c'était qu'être agent. Moi, je voulais écrire aux acteurs. Et pour écrire aux acteurs, eh ben, il fallait le Bellefeuille parce qu'il y avait les adresses. Mais ce n'était pas souvent les adresses personnelles, des adresses des agents. Donc, les courriers que j'envoyais, j'avais pas de réponse. Là, il y a très peu d'acteurs qui m'ont répondu. Et Marlène Jobert, dont j'étais fou d'elle, et parce que c'était l'époque où elle était vraiment star dans les années 70, eh bien, j'écrivais, elle répondait pas. Elle me dit qu'elle m'avait répondu à vérifier. Oui. Elle m'a jamais répondu. Oui, absolument. Et votre premier contact avec un agent, c'est lors d'un stage des Grappes de la Vigne, Dominique Besnéard, c'était un certain Gilles que vous avez. Gilles Merlet, Oui. et qui s'occupe de Mimi Mati. Et je l'ai connu, il a commencé le premier jour, moi, sur le stage des Grappes de ma Vigne d'Alain Quercy dans le Languedoc-Roussillon. Et lui, il commençait chez Marceline Lenoir, qui s'occupait de Jean Carmé, entre autres, et de Galabru. Et donc, quand j'ai eu... Du reste, il m'a appelé l'autre fois parce qu'il a lu le livre. C'est donc assez émouvant voilà, d'avoir discuté avec lui. Moi, je ne savais pas trop. Il m'expliquait un peu les contrats et tout. Vraiment, ça, c'est incroyable quand tout d'un coup, on a ces gens-là. Donc, je l'ai connu, j'avais 19 ans. J'ai 60 ans, donc plus de 60 ans, et lui, il est là toujours, et c'est important. Moi, j'aime beaucoup la mémoire. Le problème de la maladie de notre époque, c'est que les gens n'ont plus de mémoire, ne s'intéressent à rien des parcours des gens, et moi, j'adore savoir connaître les parcours des gens. Et il y avait aussi la star du casting à l'époque, qui était Margot Capelier, que Ah vous bah. êtes beaucoup occupé, je crois, Dominique Ah oui, Besnéard. mais Margot Capelli, elle ressemblait à Golda Meir. Donc elle était déjà vieille, jeune. Donc on savait pas quel âge elle avait. Et je crois qu'après, malheureusement, elle a été dans une maison. Elle voulait plus voir personne, mais elle était extraordinaire, cette femme. Elle m'a beaucoup appris. En même temps, elle m'appelait Attila parce qu'elle disait où je passe, je broie tout ce que c'est dans sa tête, parce que moi, je n'avais pas l'impression d'être comme ça. Mais elle sentait le danger, peut-être, qu'elle voulait être que la reine mère. C'était un peu Élisabeth II. Elle voulait pas que le prince Charles soit derrière. Voilà. Elle s'était occupée de la reine Margot, entre autres, et Jeanne Moreau, elle l'appelait la petite. D'ailleurs, c'était assez spécial. Et puis, bon, votre rêve, c'était justement Armédia, cette agence, où grâce à ce casting d'enfants, vous avez pu être reçu un jour, Dominique Besnéard. Par Jean-Louis Livy, qui est Jean-Louis Livy. Donc, j'avais fait le jouet mis en scène par Francis Weber, et j'avais trouvé le garçon.
de Le Gosse. Et Francis Weber m'avait dit, il avait parlé de moi. Il y avait Pierre Richard dans le film. M'avait parlé pour rencontrer Jean-Louis Livy. Et Jean-Louis Livy, voilà, m'avait dit, mais voilà, mais il faudrait que, voilà, mais déjà j'avais vu une fois les Bovici. Ou après, j'ai revu. Non, j'ai vu les Bovici après. Mais Jean-Louis Livy, c'était surtout pour rentrer chez Armédia, parce qu'à l'époque, on rentrait pas, même quand on préparait un film, on n'avait pas la liste des acteurs. Ils ne communiquaient rien. Il y avait ce côté un peu secret. Et quand on rentrait chez Armédia, moi, j'étais très déçu la première. Je pensais qu'il y avait des affiches de cinéma partout. Pas du tout. On se pensait dans une grande clinique où tout était blanc, très très soigné, avec des beaux objets. Et en fin de compte, c'est quand on allait dans les bureaux des agents, par exemple le bureau de Serge Rousseau, où qu'on sentait qu'il y avait la vie, qu'il y avait les acteurs. Voilà. Serge Rousseau, c'était aussi un collaborateur d'Armédia, un agent. Un grand agent. Avec qui vous aviez des points communs, car je crois il venait lui aussi de Normandie, Oui. Et il avait de la famille dans la boulangerie. Oui, c'est-à-dire que moi, mon oncle était boulanger à Aube, c'est à côté dans l'Orne. Ouais, c'est votre côté bonne pâte, oui. Voilà, oui, exactement. Et donc, la première fois que j'ai... Mais lui, il a été quand même tout de suite très chaleureux. Non, Gérard Lebovici, en fin de compte, quand j'ai rencontré la première fois, il a été très froid. Il y avait avec moi qui parlait. Il cherchait un agent parce qu'à l'époque, j'avais déjà eu des heures de gloire comme casting. Il voulait une nouvelle génération de comédiens ou de talents, comme Serge Rousseau avait été quelques années avant. Il voulait, dans les années 80, avant, avoir quelqu'un qui avait fait ce qu'avait fait Serge Rousseau dans les années 70. Et je lui dis que non, j'ai encore envie de m'amuser à faire du casting. Il m'a dit, il ne faut pas vous amuser trop longtemps, hein, parce qu'à un moment donné, on ne vous attendra pas. Très, très, très dur, hein. Et en fin de compte, il était, moi, il m'a impressionné, hein. Oui, et bien justement, ce personnage de Gérard Lebovici, qui est à l'origine d'Armédia, on va en reparler à travers une autre date, une date tragique d'ailleurs, le 7 mars 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Besnéard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dominique Besnéard. Nous parlons d'Armédia. Il y a un livre, une histoire du cinéma français que vous co-signez avec Nedjma. Je tiens à dire qu'elle était extraordinaire parce qu'elle a fait l'enquête. Oui. C'était plus facile pour elle parce que moi, je ne pouvais pas aller interroger mes anciens collaborateurs ou mes anciens partenaires. Et elle a fait un boulot incroyable. Et ce qui était bien, c'est qu'elle déterrait des choses que j'avais oubliées, moi. Donc franchement, je la salue et je l'adore. D'avoir travaillé avec une fille comme ça, c'est formidable. Et on va reparler d'ailleurs de son travail dans quelques instants. Mais là, on revient à une date qui est d'ailleurs évoquée dans ce livre, qui est aux éditions de l'Observatoire, qui est le 7 mars 1984. On découvre le fondateur d'Armédia, Gérard Lebovici, mort dans sa voiture, dans un parking parisien, avec un ticket de parking de 48 heures, ce qui est une stupéfaction, et une enquête qui n'aboutira jamais. Jamais. Et je vais vous dire quelque chose, et vous ne le savez pas, c'est que nous, on a voulu essayer d'avoir les archives. Et les archives, ça sera donc en 2024, puisque ça sera 40 ans après, on pourra avoir les archives. Et donc, on ne sait pas plus. Et quand on voit Kiejman, ou quand on voit on a parlé avec son fils Angelo, qui est Lorenzo, qui est avocat, on a tous les gens qui l'ont connu, personne ne sait. Jean-Louis Livy ne sait pas. Et pourtant, c'était son plus proche collaborateur. Et personne ne sait. Donc, il y a des hypothèses. Et chacun pense... on fait très attention parce qu'on peut avoir des procès, même dire... certains disent que c'est un tel et machin. Donc, on ne peut rien dire. Voilà. Alors, Gérard Lebovici, le grand public ne le connaît pas. Mais au départ, c'est un comédien qui, un soir, a une idée géniale, qui va transformer le monde des agents et le monde des artistes. Il va créer cette agence. Ben oui, c'est-à-dire qu'avant, les agents, comme je disais au début de l'émission, c'était des impresarios un peu bedonnants et pas vraiment très artistiques. Lui, ça a été un génie parce qu'il a senti qu'il y avait... Alors, il y avait aussi beaucoup dans les impresarios des anciens journalistes comme Olga Horstig, qui était un grand agent parce qu'elle s'occupait de Bardot. Et Georges Beau. Mais Georges Beau était un homme très lettré. Et puis, il y avait aussi des gens comme Bernheim ou Simura
qui eux avaient été aussi des anciens acteurs d'avant-guerre et qui, à un moment donné, s'occupaient de leurs camarades. Du reste, il y a beaucoup d'acteurs qui sont devenus agents. Yvette Équiévan était une très bonne actrice. Elle a même beaucoup travaillé. Michel Méritz. Mais à un moment donné, elles ont été quelquefois, elles ne travaillent pas assez, donc elles deviennent agents. Lui, il voulait être acteur, mais il a senti vite il voulait le premier rôle ou rien du tout. C'était un vainqueur. Et donc, il a créé cette première agence avec ses copains, parce qu'à l'époque, il était l'ami de Jean-Pierre Cassel. Et Jean-Pierre Cassel, à l'époque, c'était en train de devenir la star. Il y avait Belmondo, Jean-Pierre Cassel, Brialy, toute cette époque. Et Jean-Pierre Cassel avait de Broca, donc il a pris tous ses copains qui avaient du mal à travailler comme Michel Méritz et il a fait une agence et ça s'appelait, il a racheté toutes les vieilles agences comme Simura et et il a racheté Berneb grâce à Françoise Arnould. Françoise Arnould, elle a été très très importante à l'époque. Elle était une star. Elle avait été la star dans French Cancan. Oui, elle avait été détrônée malheureusement par Bardot, mais elle a été un symbole sexuel, Françoise Arnould. Et Françoise Arnould, elle connaissait les Bovici, elle a été un peu l'agent de tous ces vieux agents pour dire voilà, maintenant il y a un jeune mec qui peut racheter tout ça. Et en 63 est arrivé Armédia. Alors ça a commencé un peu modestement, et en 70 il a créé cette agence à l'image des agences américaines. Oui, car effectivement, pour expliquer à celles et ceux qui ne savent pas, un agent comme les Bovici ne s'occupe pas seulement de trouver les artistes, mais il s'occupe de monter un film, ce qui était nouveau à l'époque. C'est lui, vous avez raison, c'est lui qui a fait bouger le truc. C'est-à-dire qu'avant, en fin de compte, les agents avaient surtout des acteurs, les avocats s'occupaient plutôt des metteurs en scène. Et lui, il a rassemblé tout ça et il a surtout dit, il a pris des talents acteurs, metteurs en scène, scénaristes, il a fait des packages. Et voilà. Et donc, et c'est comme ça. Et alors, il y a ça, c'est qu'il a fait, comme il avait acheté les souvenirs de Mérine, il a essayé de monter un film pour un scénario où, alors, attendez, il y avait Audiard, Labro et le troisième... donc, à l'époque, il a fait un package. Il a présenté donc Labro avec Audiard pour faire les souvenirs de Mérine et pour Belmondo. Et à un moment donné, ils n'y sont pas arrivés. Donc, ils ont laissé tomber. Labro est intarissable sur les Bovici. Il le connaissait très bien. Oui, alors il faut savoir aussi que les Bovici, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde. D'un côté, il roulait en Rolls et de l'autre, il avait, symboliquement, il était avec la gauche, ultra-gauche, pour faire des livres. C'était étonnant. Il était situationniste avec Guy Debord. Et donc, à la fois, il était derrière les films de Belmondo qui faisaient des scores énormes. Et il avait acheté une salle de cinéma, le studio Cujas, pour présenter les films de Debord où il n'y avait personne des fois dans la journée. Voilà. Et Guy Debord, est-ce que c'était pas son ange noir? Enfin, beaucoup de gens... Parce que les Truffaut, tous les amis de Les Bovici, n'aimaient pas du tout Debord en disant c'est un peu le Tartuffe. Et donc, voilà. C'est très bizarre. En tout cas, c'est grâce à lui que Belmondo... Modiano, voilà. Modiano a travaillé sur le scénario, sur Mérine. Entre Modiano, Audiard et Labro, c'est quand même un drôle de mariage. Alors, il se trouve qu'ensuite, il se trouve que Belmondo a débuté comme producteur grâce à Les Bovici. Bien sûr, mais Les Bovici, il était fasciné par Belmondo, hein. Mais il n'a jamais eu de long. Delon n'avait pas d'agent et après Georges Baume, il n'a plus eu d'agent. Et donc, c'est vrai que pour Armédia, ça aurait été bien d'avoir Belmondo et Delon. Mais voilà, mais Belmondo, il venait du théâtre, ils avaient des points communs avec Gérard Les Bovici, voilà. Alors, il faut savoir aussi que parmi ses premiers clients, il y avait les auteurs de cette chanson. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Joseph Kessel et Maurice Druon ont été dans l'agence de Les Bovici et ce sont eux qui ont écrit le chant des partisans en 43 à Londres un dimanche dans un hôtel. Au départ, c'était une chanson qui était destinée à être le générique d'un poste noir d'André Gillois et c'est devenu un chant de résistance. Alors, il se trouve aussi que parmi ceux que Les Bovici a découvert, et donc le cinéma lui doit beaucoup, il y a Claude Sautet. Oui. Claude Sautet, ça a été César et Rosalie, dont personne ne voulait, Dominique Besnéard. Bien sûr. Et après, il y a eu Jean-Louis Livy, qui était très proche de Sautet, de Romy. Et du reste, dans le livre, il y a des très jolies
il y a ce que j'aime bien, on a retrouvé, il nous l'a proposé, Jean-Louis Livy, qui est le producteur aussi du film The Father, qui vient d'avoir l'Oscar du meilleur acteur, du meilleur scénario. C'est quand même Jean-Louis Livy, Florian Zeller et Carcassonne. Donc, le Cocorico, même si c'est un film en langue anglaise, c'est un film d'origine française. Et donc, Livy a été très proche de Romy Schneider et il nous a donné son carnet de notes où on voit dans la journée tout ce qu'il fait et donc, payer un pot de Jean-Louis Trintignant. Ça veut dire que certainement, il devait vérifier que Jean-Louis Trintignant ait payé ses impôts. Voilà. C'est très beau, là, son agenda. On a l'agenda de Jean-Louis Livy. Alors, j'en reviens à Claude Sautet. Claude Sautet donc, a démarré avec César et Rosalie, avec une jeune actrice que personne ne connaissait. Non, avant, il avait fait les choses de la vie. Oui, là. mais enfin, César et Rosalie, il a fait débuter Isabelle Huppert, Ah oui, que Isabelle personne ne connaissait et à qui personne ne prédisait ce destin. Et puis, il y a les valseuses. Les valseuses aussi doivent beaucoup à Lebovici. Oui, parce qu'on le cite peut-être pas assez, mais Bertrand Blier était vraiment un metteur en scène art média. Hein. Oui. Vraiment un metteur en scène art média. Et voilà. Mais il y avait Pierre Granier de Fer, il y avait Sauté, il y avait Costa Gavras. Ils avaient tous les grands metteurs en scène. Et moi, quand je suis arrivé en 85, donc j'ai amené bien sûr des jeunes comédiens, mais j'ai aussi amené des metteurs en scène. Beauvois, Xavier Beauvois, bien sûr, Ozon. Catherine Corsini, Claire Devers, Claire Denis, tous ces Catherine Corsini, tout ça sont venus avec moi. Et José Dayan. José Dayan, quand elle est arrivée avec moi, à l'époque, la télévision, c'était une personne qui s'occupait pour toute l'agence des téléfilms et des dramatiques. On disait dramatique. Et moi, j'ai dit, mais moi, je m'occupais aussi de la télévision avec pour mes clients acteurs. Et c'est comme ça que je me suis occupé de José. José, donc c'est depuis 86, c'est ma cliente. Voilà, et ça, on va en reparler, mais surtout, moi, j'en reviens à Lebovici parce qu'il y a aussi une chose étonnante, c'est-à-dire que quand Truffaut, il a convaincu Truffaut de faire le dernier métro parce que personne, encore une fois, de ce film ne voulait de ce film. Le dernier métro, avec notamment Depardieu, c'était au départ un pari fou. Oui, parce que c'était quand même, il y avait eu très peu, il y avait la traversée de Paris, mais on n'avait pas vraiment parlé de cette période de l'histoire aussi. Il y avait le vieil homme et l'enfant, mais c'était toujours à travers voilà, plutôt populaire. Là, c'était carrément une femme qui cache son amant juif dans les loges, enfin dans les caves d'un théâtre. Donc c'était quand même et puis on savait très bien que beaucoup d'acteurs pendant la guerre avaient des fois des conduites ambiguës, pas parce qu'ils étaient pro-nazis, mais parce qu'il fallait qu'ils vivent. Et donc, moi, je suis très intéressé par cette période de l'histoire, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été artiste? Est-ce qu'on devait aller travailler ou c'était pas de la collaboration, ces gens devaient travailler. À propos de la guerre, il y a Jacques Weber qui a dit un jour déjeuner avec Lebovici, c'est comme déjeuner avec De Gaulle. Tellement c'était rare et complexe quelquefois. Ah oui, c'était rare et complexe parce que surtout, il ne parlait pas, il vous laissait parler. Peut-être avec Jacques Weber, il parlait plus, mais moi, je veux dire, on a l'impression que si on l'ennuie ou pas, mais en même temps, il vous observe. Mais il faut s'observe. C'était un observateur incroyable. Un personnage incroyable d'ailleurs, qui vous avez refusé d'entrer dans l'agence, vous y êtes entré ensuite, et on va en parler à travers une autre date que vous connaissez bien, le 1er septembre 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Besnéard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dominique Besnéard. On parlera tout à l'heure d'Art Média, une histoire du cinéma français, ce livre aux éditions de l'Observatoire que vous signez avec Nedjam Van Egmond. Mais on revient à une date importante qui est liée à Art Média justement, 1er septembre 1985, votre entrée officielle chez Art Média. Entrée grâce à Jean-Louis Livy, qui vous avez refusé de travailler avec Lebovici. Oui, non, c'est pas que j'avais refusé, c'est que je me sentais pas prêt. Et comme je vous dis, j'avais envie de m'amuser encore en faisant du casting. Mais c'est quoi le casting? C'est quand même le métier le plus agréable. On voit des acteurs, des actrices, on va au théâtre, on lit des scripts, on rencontre des metteurs en scène et on coche des noms en face des personnages qui sont les acteurs d'une œuvre. C'est quand même extraordinaire. Donc moi, je me suis vraiment amusé pendant 8 ans. Et puis un jour, je me suis dit,
Voilà, donc j'avais refusé parce que je me sentais pas prêt quelque temps avant. Et en 85, j'ai eu envie de rentrer chez Armédia. Et là, c'est Jean-Louis qui m'a demandé. Et franchement, avec Jean-Louis, ça a été formidable. Il est resté 5 ans. Il m'a quand même... Quel patron vous dit quand vous rentrez, Dominique, je te demande aucun compte. Pendant 1 an, tu fais ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Tu ramènes qui tu veux. Enfin, tu ramènes des talents. Et voilà. Et pendant 1 an. Et franchement, après, je suis resté 21 ans. Voilà. Et il faut savoir que Jean-Louis Levy, c'est le neveu d'Yves Montand et qu'il a été fâché avec Yves Montand pendant des années pour des raisons politiques et ils se sont réconciliés vers la fin de la vie de Montand. Non, mais c'est surtout le père de Yves Montand, le père de Jean-Louis Lévy, le frère d'Yves Montand, qui ont été fâchés tout le temps. Bien sûr. Jusqu'à ce que l'hôpital où je crois que Montand est allé voir son frère avant qu'il décède. Mais pendant des années, ce sont à cause du communisme. Bien sûr. Et voilà, parce que le père de Jean-Louis, moi je l'adorais. Hein. C'était un homme très très intègre, très bon, qui avait des convictions, mais qui était très à l'écoute aussi. Et donc, et la mère de Jean-Louis, donc, était une femme extraordinaire qui, elle, temporisait tout ça. Mais non, mais franchement, Jean-Louis, maintenant, ça n'est pas que le neveu de Montand, ça a été un grand agent et c'est surtout le producteur de Phaser. Donc, c'est important. Hein. Voilà. Alors, il se trouve que Armédia, le nom, curieusement, est né dans un HLM au cours d'un dîner. Oui. Alors là, j'ai appris ça, que c'était un des situationnistes qui dînait avec Gerlof Bovissé. C'est la femme de cet homme-là qui a dit ça serait bien que ça s'appelle Armédia. Voilà. Alors, curieusement, le métier d'agent est peu connu et lorsque vous êtes à Montréal, on vous a pris pour un agent de service, Dominique Besnéard. Et vous savez que à Montréal, les Québécois, on les adore, mais de temps en temps, ils sont un petit peu décalés. Hein. Oui. Et je vais pas à la douane, à l'aéroport oui. Pour les papiers, et elle demande avoir profession à agent artistique, et elle me dit, la dame, c'est le grade supérieur d'agent d'entretien. Je veux dire que ça, on peut pas l'inventer. Hein. Et ça veut dire que pendant 21 ans, vous avez exercé une dizaine de métiers en même temps, car être agent, c'est vraiment passer sa vie 24 heures sur 24 au service des stars que vous découvrez. Oui, mais il n'y a pas que... Être agent, c'est à la fois s'occuper du conseil artistique, de l'écoute du client, mais aussi des contrats. Hein. Alors moi, au début, j'étais un peu paumé. Bon, je savais combien il fallait demander. Mais ensuite, il y avait... Heureusement qu'Armédia était là et guidait vraiment bien. Vous savez, il y avait un service juridique absolument formidable. Et quand j'avais un doute, j'allais voir Bertrand de Labbé ou Jean-Louis. Voilà. Donc ça, c'est quand même un grand sérieux. Pour ça que cette boîte a très bien marché, parce qu'il y avait quand même... Il y avait un service de presse, il y avait quand même... tout comme au service des 10%, et on ne donne que 10%. Alors qu'aux États-Unis, un talent, un manager, un avocat, un agent, et même quelqu'un qui s'occupe aussi de la publicité, un publiciste. Rendez compte, ils donnent plus que 10%. Et 10% en France, quand ils se plaignaient, on leur rendez-vous compte de tous les services qu'on donne. Ouais. Alors, il se trouve aussi que ça veut dire aussi pour vous des journées où vous étiez au téléphone en permanence, sur 2 téléphones en même temps, toujours en retard à vos rendez-vous, parce que c'était un débordement complet. Il fallait s'occuper de tout, Dominique Besnéard. Non, il fallait s'occuper de tout, puis il y avait quand même quelque chose qui n'existait pas, le portable. Le portable, il est arrivé bien après, et le portable m'a vraiment sauvé. Parce que quand on va sur un tournage ou en projection l'après-midi d'une série, et que le soir on retourne au bureau, et que mon assistante géniale, Yakuta, a dit, tu as tous ces gens-là à rappeler, et dans ces gens à rappeler, il y a Jean-Claude Brialy qui a appelé 5 fois, qui doit s'énerver, il y a les compliqués, même il y a Pierre Richard que j'adorais, mais ça veut dire si on l'appelait pas dans la minute. Donc là, je rappelais, il me dit, alors t'étais où, Brialy? Brialy, c'était la concierge. Qu'est-ce que t'es allé faire? T'es allé où, machin? Ben, j'ai dit, alors il me dit, mais qu'est-ce que t'as à me dire? Et ça a l'air urgent. Non, je voulais savoir si tu voulais venir dîner avec Madame Pompidou le week-end prochain, voilà. Donc ça, c'était plutôt sympa. Puis il y en a où ils disaient, oui, pourquoi tu viens pas me voir sur un tournage? Ça a été complet. À un moment donné, le portable a sauvé l'agent. Hein. Ouais. Et puis il y a quelqu'un qui a été votre première cliente, dont vous allez reconnaître la voix. And a few songs from my records. Marlène Dietrich.
car vous aviez, et c'était rare, elle était enfermée avenue Montaigne, un contact privilégié Ah oui, avec mais Marlène elle Dietrich. n'a pas été ma cliente. Non, j'ai eu un contact avec elle et franchement, je suis heureux de l'avoir eu. Et ça, c'est grâce à un acteur que vous, bien sûr, vous n'avez pas oublié, qui s'appelait Sacha Briquet, qui était un personnage dément et qui adorait Marlène Dietrich et qui, à un moment donné, il s'occupait d'elle. Mais ce qu'on oublie, c'est que Marlène Dietrich, elle avait des esclaves. Alors, Boson n'était pas son esclave parce que elle avait un rapport privilégié avec lui. Louis Boson, Mais oui. Boson, puis à la preuve, Boson a écrit un livre formidable sur Marlène. Allô, Marlène, Allô, mon ange, c'est Marlène. Un livre merveilleux. Des rapports entre un fan et un type qui est amoureux d'une actrice, et Marlène. Et Sacha Briquet, lui, c'était plutôt lui qui prenait les coups. Et à un moment donné, et comme il allait lui la voir une fois par semaine, parce que même Brialy, qui a un peu menti en disant qu'il allait la voir, c'est faux. Elle voyait personne, elle voyait Sacha Briquet et Boson. Et Sacha Briquet lui amenait le potage ou amenait des fois des trucs, faisait les courses. Hein. Et quand il est parti en vacances, elle lisait Variety toutes les semaines, peut-être pour regarder ce qu'elle était, les gens d'Hollywood qui étaient morts, parce qu'elle regardait la nécrologie, la fiche nécrologique à la fin de Variety. Variety est le grand journal américain des stars. Et sauf que il y avait le kiosque avenue Georges V, donc c'est Sacha Briquet qui lui a donné. Puis comme il était plus là, il m'a dit tu pourras lui donner. Ben bien sûr. Moi j'étais tellement ravi d'aller le déposer le Variety tous les vendredis. Et un jour, elle a appelé 2-3 fois, et 2 fois au début. Et alors moi, j'ai raccroché parce que je pensais que c'était quelqu'un qui me faisait une blague. Et elle a appelé, elle dit, vous êtes stupide ou quoi? Ça fait 3 fois que j'appelle. Et la standardiste m'a dit, mais je crois que c'est réellement elle. Et donc j'ai parlé avec elle. Et après, pendant un mois, j'ai parlé plusieurs fois avec elle, où elle me demandait des services. On lui demandait elle voulait elle vendait les droits de son livre en Italie, donc j'avais aidé tout ça, voilà. Ouais. Mais cela dit, je ne l'ai jamais vue, mais j'ai parlé. Par contre, elle a fait une chose incroyable. Elle m'a offert deux photos d'elle, où avec à Dominique Marlène. Et alors, je vais vous raconter un truc que personne ne le sait, c'est que moi, je suis très proche de Marlène Jobert. Et je voulais qu'elle me fasse à Marlène pour Marlène. Donc, je lui dis, voilà, j'ai une actrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marlène Jobert. Elle dit, jamais je signerai pour cette... Elle m'a volé mon nom. Ben, j'ai dit, c'est peut-être en hommage. Mais non, pas du tout, je la déteste. Elle n'a jamais voulu signer. Et par contre, elle m'a signé pour Béatrice Dalle, à Béatrice Love. Parce qu'elle était... Elle était bisexuelle, Marlène Dietrich. Je peux vous dire que ça vaut quelque chose. Oui. Hein. Et Béatrice Dalle, avec qui vous avez travaillé, vous appelez mon Nénesse, je crois. Toujours. Pourquoi? C'est assez curieux comme nom. Nénesse, je sais pas. Nénesse, ça fait, je sais pas, on a l'impression que Nénesse, je sais pas, c'est comme si j'étais un baigneur, je sais pas, qu'on me met dans l'eau, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelqu'un aussi qui vous doit beaucoup, c'est Roman Polanski, puisque vous avez joué Les Marieurs en lui présentant Emmanuel Seigné, je crois. Moi, j'adore Roman Polanski et j'adore le crier sur les toits. C'est un génie. Et même si l'année dernière, ce qui s'est passé, c'était intolérable au César. Et franchement, on peut pas nous empêcher de voter. On vote pour les créateurs. Hein. Eh bien, et là, à l'époque, oui. Donc, je lui ai présenté je préparais Les Pirates. Et je lui ai présenté, mais c'est elle qui l'a séduit. Hein. J'ai pas arrangé le mariage. Je crois qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et depuis longtemps, puisqu'il y a quand même un sacré moment qu'ils sont ensemble. Et je vais vous raconter quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'au départ, le rôle était était pour Emmanuel Béard. Je sais, j'ai fait des essais. Voilà, et Emmanuel Béard a appris 8 jours avant que Emmanuel Seigné, donc étant tombée amoureuse de Polanski, elle n'aurait plus le rôle. Et après, elle a tourné, et je l'ai vécu, et elle a tourné après avec Pagnol, Manon des Sources, qui a été son lancement. Oui, mais cela dit, moi j'avais l'impression que c'était elle qui avait refusé, j'en sais rien. Moi j'ai fait les essais d'Emmanuel Béard. Moi j'ai fait des essais avec elle. Elle est magnifique dans les essais. Et alors, il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup compté pour vous, c'est Nathalie Baye. Ah oui. Et c'était la seule qui vous emmenait en vacances chez elle et vous débranchiez complètement le téléphone. Vous étiez interdit de téléphone pendant ces vacances, Dominique. Non, mais c'est interdit. Après, d'abord, avant,
avant qu'il y ait les portables, moi d'abord je pouvais pas donner la ligne générale à les gens qui me dérangent toute la journée, donc c'était interdit. Et après j'allais en cachette, appeler au village si j'avais une raison pour téléphoner. Elle voulait pas, mais en même temps, je l'ai vue il y a 2 jours, elle m'a protégé. Ça, c'est vraiment. Et la grande force de Nathalie, c'est qu'on peut partir en vacances avec elle. Elle vous parle pas du tout d'elle, de dire tu crois mon métier. Elle sait faire la différence. Et ça, il y en a peu, voyez. Et il y a un point commun avec Johnny, car Johnny, quand il vivait avec Nathalie Baye, disait je vais chez le boucher. Il arrive chez le boucher, dans l'arrière-boutique, il y avait des petits coups à boire, il repartait avec 4 kilos de viande à la sortie. Je l'ai connu, le boucher. J'ai connu tous ces moments-là, parce que quand Nathalie Baye était avec Johnny Hallyday, je l'ai connu dans la Creuse. Et moi, j'ai même fait quelque chose que je ne dis pas dans le livre, c'est que comme il était tellement amoureux de Nathalie que de temps en temps il essayait d'oublier qu'il était Johnny Hallyday. Un jour elle m'avait demandé de repeindre une barrière, donc elle a dit Johnny, moi je vais le faire et tout ça. Il commence à peindre et dès qu'il avait le dos tourné il s'asseyait et dès qu'elle revenait il repeignait. Moi j'ai vu ça, hein. Et puis vous avez été acteur, alors vous avez tourné notamment dans À nos amours, qui est votre plus grand rôle, mais à l'époque, être agent et acteur, c'était pas vraiment autorisé, Dominique Besnéard. C'était interdit, j'étais carrément hors la loi. Mais le seul truc, c'est que Jean-Louis m'avait dit, vous savez, Dominique, vous pourrez pas tourner de temps en temps, mais voilà. Et en fin de compte, ça m'a pas gêné. Alors, ce que j'avais compris, il fallait surtout pas mettre mon nom au moment de ce qu'on appelle pour demander au CNC, pour demander l'aide. L'aide, comment ça s'appelle, pour avoir la permission de tourner, je sais plus comment ça s'appelle. L'autorisation de tournage. Voilà, oui. Donc il y a tous les syndicats et on étudie et s'il y avait mon nom, alors là, la minute d'après, le syndicat des acteurs appelé, syndicat des agents. Donc je vérifiais bien pour dire, vous mettez pas mon nom, parce qu'une fois que j'ai tourné, ils vont pas m'enlever du tournage. D'autant plus que tous vos cachets, vous les donniez à des œuvres. J'ai donné au truc de Lynn Renaud, Ensemble contre le sida, avant que ce soit le sida Action. Voilà. Et bien tout ça est dans un livre dont on va reparler tout à l'heure, avec une autre date, le 7 avril 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Besnéard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dominique Besnéard, 7 avril 2021, donc sortie de ce livre aux éditions de l'Observatoire que vous signez avec Nedjam Van Egmond. Nedjma, c'est difficile à dire. Art Média, une histoire du cinéma français. Alors ce livre, c'est finalement raconter en pleine lumière, mettre en pleine lumière les hommes et les femmes de l'ombre de Dominique Besnéard. Oui, les agents, les femmes et les hommes de moi, je suis pas vraiment dans l'ombre, j'ai jamais vraiment été dans l'ombre. Vous êtes le seul. On me l'a reproché même quelquefois, et Dieu sait si je me suis quand même bien entendu avec lui pendant 15 ans, avec Bertrand de Labbé. De temps en temps, il me disait, attends, et à un moment donné, on te voit trop. Et Brialy, il me faisait des scènes quand il apprenait que je tournais. Il me dit, mais c'est un rôle pour moi. Je dis, mais non, Jean-Claude. Et un jour, on a tourné ensemble un film de Jeanne Labrune. On était ensemble dans le film. Et j'avais une scène autour d'un repas. Et il était, dès que je disais quelque chose, c'est pas juste. Il a été une horrible, mais je l'ai adoré. Hein. Jean-Claude, c'est vraiment quelqu'un que j'ai adoré. Mais il était jaloux. Il voulait pas que je tourne. Mais bon, donc j'étais pas vraiment dans l'ombre. Mais c'est vrai, en principe, être agent, c'est être dans l'ombre. Alors je pense que celui qui était le plus secret, c'était Gérard Lebovici. Mais par exemple, Serge Rousseau, qui a été un homme extraordinaire, un grand agent, lui, il avait été acteur. Après, il a été dans l'ombre. Mais en principe, c'est vrai que il vaut mieux pas être. Bien que moi j'ai un peu bousculé les méthodes parce que maintenant on connaît bien tous les agents aussi à cause de la série. Mais Elisabeth Tanner, tout le monde la connaît physiquement. Tout le monde connaît beaucoup d'agents. Laurent Grégoire, alors qu'à l'époque on savait pas qui c'était. Voilà. Hein. Et effectivement, je pense que sans cette série dont on va entendre le générique, eh bien ce livre n'aurait pas existé.
Car 10% a tout changé finalement de Kisnear. C'est que cette série a fait découvrir le monde des agents au grand public, que le grand public ignorait totalement. Oui, du reste, vous savez, on en parlait. C'est vrai qu'à l'époque, pour le vendre, c'était compliqué. On a mis 7 ans pour le faire quand même. Et maintenant, bon, maintenant, tout le monde. Du reste, maintenant, il y a des jeunes qui m'écrivent en disant est-ce qu'il y a une école pour devenir agent? Donc, c'est rentré dans les mœurs. Oui, d'ailleurs, vous avez donné des conférences à New York où vous avez donné envie, le goût du métier à des jeunes femmes. Il y a une jeune qui est venue à la fin. C'était très émouvant parce que d'autant plus que cette petite, elle s'appelle Martel. Et Andrea Martel, dans 10%, elle a le même nom que le personnage d'Andrea. Non, non, on sent bien que maintenant les gens savent. Mais c'est un métier passionnant, mais c'est un métier où il faut... Et moi, je vois des jeunes absolument formidables qui sont des jeunes agents curieux Alors moi, ce que je leur reproche quelquefois, c'est de leur dire il faut connaître l'histoire du cinéma et pas seulement savoir discuter un contrat. Il faut avoir ce qu'on appelle la fibre. Alors, il y en a certains qui l'ont, puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Alors, c'est un monde tellement secret qu'au début, dans les années 60-70, tout se déroulait, tout se négociait à Louvciennes, le dimanche, chez Pierre Lazarev, directeur de France-Soir, où Lebovici a signé quelques contrats discrets, car tout était dans l'ombre à l'époque. Oui, tout était dans l'ombre. Ah oui, mais moi, je pense là où il est... comment il s'appelle, Lebovici doit dire qu'il y a une dérive avec Besnéard qui a trop été dans la lumière. Hein. Oui, mais en même temps, vous avez permis de faire connaître ce métier, et ce métier est un métier essentiel. Par exemple, dans ce livre, vous racontez comment Serge Rousseau a découvert Fanny Ardant que personne ne connaissait. Oui, mais bien sûr, il n'a pas découvert que ça. Et qu'il a découvert toute la génération Huster, Weber, Nathalie Basse-Piesser, Dussolier, Anne Parillo qui vient de sortir un livre. Donc tous ces gens, il les a il a été incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé Serge Rousseau. Il vivait avec une actrice merveilleuse qui s'appelait Marie Dubois. Et lui, il était un sage. Voilà, c'est-à-dire que quelquefois, Jean-Louis Olivier était peut-être plus un homme d'affaires, bien très très cultivé, et Serge, il était à l'écoute. Parce qu'il pouvait passer beaucoup de temps, on lui reprochait même d'un peu d'écouter des fois des acteurs on aurait pu régler ça en 3 minutes. Lui, il prenait du temps pour observer les gens et tout ça. Voilà. Et comment on fait, Dominique Besnéard, pour repérer un futur talent? Par exemple, Juliette Binoche, que vous avez repéré avant tout le monde, comment on fait pour savoir qu'il y a quelque chose de différent? Bon, déjà, moi, elle était en face du conservatoire, elle était avec un jeune qui m'en avait déjà parlé. C'était je sais pas si c'était son petit ami, et il a vraiment été son agent, dans son agent, et elle est venue me voir, elle a fait des essais pour un film qui ne s'est pas fait avec elle, Les Hors-la-Loi, et donc c'est échiné, il est tombé sur toutes mes cassettes, et il l'a choisi. Après, elle est partie. Mais avant, elle avait tourné quelques scènes avec Godard. Mais elle, ce qu'elle avait, c'est qu'elle avait une détermination. Et vous parliez du père, et bien sûr, elles ont toutes du talent, mais il ne suffit pas d'avoir du talent pour durer. Il faut une détermination et quelque chose qui fasse que une curiosité, un charme. C'est pas... Il y a toute une harmonie à avoir pour pouvoir ensuite être intéressé beaucoup de monde. Parce que quelqu'un qui a envie, ça se sent aussi. Et ça, vous avez le flair, vous avez toujours trouvé le flair pour trouver l'actrice ou l'acteur qui a ce potentiel, Dominique Besnéard. Bien sûr, mais surtout, moi, ce que j'aime bien, j'ai beaucoup de curiosité, même encore aller dans les cours. J'adore aller dans les cours. Chez Eva Saint-Paul, qui est un bon cours, où j'avais envoyé Eva Green. Il y a des cours où j'adore aller. Du reste, on me fait venir. Et j'aime bien en me disant... Alors, quelquefois, je suis très surpris par leur manque de culture. Par exemple, une fois, j'étais allé au cours de Eva Saint-Paul et il y avait une fille qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Marie-France Pizier. Elle était déjà mais il y a 3-4 ans. Je dis, mais tu ressembles à Marie-France Pizier. À Marie-France qui? Bon, qu'elles ne connaissent pas. Et la fois suivante, je la vois, est-ce que tu t'es renseigné sur Marie-France Pizier? Non, je lui dis, tu vois, ça c'est une faute. Parce que moi, je trouve que tu es très doué. Moi, je me serais empressé de savoir. Je dis pas
pas parce que j'ai des sciences infuses, mais de dire à qui je ressemble, d'avoir la curiosité. De temps en temps, ça leur manque, ça. Oui, alors il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup compté, que vous évoquez dans ce livre Art Média de Nick Besnéard, c'est Gérard Depardieu, qui a débuté dans cette agence. Je crois qu'il a rencontré Jean-Louis Lévy à la Madeleine, il avait un petit rôle dans Galapagos à ses débuts. Peut-être où il y avait Nathalie Baye et Bernard Blier. Absolument. Et il y avait, vous savez qui dedans? Sylvette Cabrizot. Oui, qui était speakerine de la télévision. Et qui était métisse, qui était très belle. Hein. Exactement, la première speakerine métisse de la télévision. Et puis, Depardieu, c'est un personnage, et je crois même que Depardieu est l'une des rares personnes à vous imiter parfaitement, ce qui a posé des problèmes un jour. Ah oui, il m'imite. C'est assez facile de m'imiter, mais lui, il m'imite mieux qui que ce soit. Et de temps en temps, il se renseignait, il aimait faire des blagues. Est-ce qu'il a encore envie de faire des blagues? Je ne sais pas, mais à l'époque, il en faisait. Et il appelait mon assistante en disant décommande tout. Et j'arrivais, j'ai mais non, mais il faisait tout. Mais bon, Gérard, c'est la journée était décommandée, il fallait tout recommander. Mais Gérard, c'est un monstre sacré. Il y en a plus comme lui. Non, et en plus, il ne fait rien sans son agent. Un jour, il a eu un accident de moto. Ça n'a pas été facile à gérer pour Art Média et pour Jean-Louis Lévy. Alors non, bien sûr. Et puis là, il est resté chez Art Média avec Bertrand de Labbé. Donc il est resté depuis. Qui était le président depuis quelques années d'Art Média. Oui, et qui a gardé parce qu'il y avait une filiale qui s'appelait Voyez mon agent, et donc lui, il est resté avec Voyez mon agent VMA, voilà. Mais Depardieu, effectivement, c'est pas facile à gérer. Mais en même temps, Depardieu doit beaucoup à ses agents, puisque je crois que Jean-Louis Lévy est celui qui lui a présenté Pierre Richard, avec lequel il a tourné les films de Francis Weber. Alors après, ils ont été un peu fâchés, donc ils ont été fâchés. Bon, ça arrive. Mais je crois que ce qui est très beau là, c'est que Jean-Louis a produit le prochain film de Lecomte avec Carcassonne, qui est où Gérard Depardieu a le rôle principal sur Maigret. Donc, à mon avis, ils ont dû se revoir, tant mieux. Oui. Et vous savez, dans ce métier, les gens, ils se fâchent. Mais il n'y a jamais, comment dire... c'est jamais définitif. Non, généralement, c'est en allant aux enterrements qu'on se revoit en se disant... c'est quand même idiot qu'on ne se voit pas. Bon, un jour, il m'est arrivé un truc d'un producteur qui était un producteur important, qui avait pignon sur rue, mais qui était un très mauvais payeur. Et j'avais dit un jour, c'est dégueulasse, tu dois des échéances à ma metteur en scène qui avait pas du tout qui avait vraiment des problèmes d'argent. Et donc, je vais le voir en me disant, voilà, je vais pas sortir du bureau avant que tu m'aies pas payé ce que tu dois à ma metteur en scène. Et donc, il m'a donné un peu un chèque, mais pas de la totalité. Et je dis, je ne te reverrai jamais. Et un an après, je suis dans l'ascenseur. Je dis, ça va, Maurice? Il me dit, mais je croyais qu'on se parlait plus. J'avais oublié parce qu'entre-temps, on l'avait payé. Donc voilà. Il vaut mieux. Mais effectivement, Pierre Richard et Gérard Depardieu, au départ, Depardieu ne croyait pas trop en Francis Weber et réciproquement, et ils ont fait des films qui ont cartonné pendant des années. Et puis, il y a aussi, Jean-Louis Lévy avait une spécialité dans son bureau qui est rare. Il y avait un feu rouge à l'entrée, et quand le feu était rouge, on ne rentrait pas. Oui. Et ça, je pense qu'il avait pris ça chez Gérard Lebovici, parce que Gérard Lebovici, il avait même une porte où il n'y avait que Belmondo qui pouvait rentrer. Oui, c'était une porte par derrière. Voilà, il n'y avait que cette porte-là, parce que il faut replacer ce qui était Belmondo à l'époque. Donc, même, ils auraient été arrêtés toutes les 2 minutes dans le couloir. C'était pas du mépris, hein, c'était parce que, simplement, et voilà. Parce que Belmondo, franchement, moi, j'ai quand même rencontré quelques fois, je trouve que c'est un homme extraordinaire. Et je trouve que, après avoir tout ce qu'il a fait, allé racheter un théâtre, faire du théâtre, alors qu'il était issu du conservatoire, qu'il a fait une carrière géniale, et je trouve que c'est une belle personne. Oui, et le feu rouge, il y a quelqu'un qui a employé ce système aussi, c'est Emmanuel Berle, philosophe, qui était le mari de Mireille. Oui. Ils avaient un appartement, et à l'entrée de la chambre de Berle, il y avait un feu rouge et un feu vert. Quand il parlait avec des intellectuels, Mireille, créatrice de chansons, n'avait pas le droit d'entrer, tant que le feu n'était pas pourtant, vert. elle n'était pas sotte, hein, Mireille. Non, mais moi, je l'ai rencontrée. Ils avaient une maison dans le nord de Paris, j'étais allé... alors moi, je vais te raconter quelque chose que tu ne sais certainement pas. Quand on a fait Tout feu,
Tout feu, tout flamme, le film de Rapneau avec Montand et comment elle s'appelle, et Isabelle Adjani Oui. et Lorraine Newton. Je cherchais la mère de Montand et j'ai été voir Mireille dans cette propriété pour lui proposer le rôle de la part de Rapneau. Elle n'a pas voulu. C'est dommage. Alors, il faut savoir aujourd'hui que les temps ont changé. Vous n'êtes plus agent, vous êtes producteur. Et les cachets ont flambé. Les jurys sont de plus en plus compliqués. C'est un autre monde que celui que vous avez connu. Oui, c'est devenu un monde un peu trop... Alors, le bon de l'Amérique, c'est d'avoir un peu... grâce à Jean-Louis Livy et à Debovici et à Bertrand, parce que Bertrand a vraiment fait beaucoup pour Art Média pour faire un peu au modèle un peu américain où il y a beaucoup de services, où on essaye de monter des projets maison. Oui, mais en même temps, maintenant, c'est compliqué parce que les contrats, c'est compliqué. Parce que moi, à mon époque, quand on tapait dans la main en disant, voilà, c'est temps, et l'acteur le fait ou l'acteur... Maintenant, les mails et tout ça, les trucs, c'est compliqué. Moi, je suis content d'avoir mon âge maintenant, hein, parce que je trouve quand même on a le temps de rêver un peu et pas de se surprotéger. En fait, quand maintenant, tout le monde se surprotège, mais même, regardez, même pour la Covid... On sent bien que cette bureaucratie, tout le monde se protège pour dire c'est pas de ma faute. Et bien là, les gens n'assument plus vraiment et c'est pas de ma faute et on se protège, voilà. Alors ça, vous continuez à faire rêver. On a parlé d'une 5e saison de 10%. Est-ce que c'est la vérité? Alors on va faire un unitaire Oui. de 90 minutes en Amérique où le personnage de Camille Cotin, Andrea, va aller travailler en Amérique dans une agence et tous les autres vont venir la voir et tout ça. Et ça sera le contre-champ de l'agence française en Amérique. Et ça, c'est plus intéressant. Par contre, donc là, on est en train d'écrire. Et par contre, la nouvelle, et ça continue, c'est que la version anglaise, le remake anglais, commence le 10 mai. Et là, ça sera la version anglaise sur le même principe, mais avec leurs histoires ensemble et des acteurs. Et les Andrea, les Mathias, les Gabriel, comment ils vont être vus par les Anglais. Voilà. En tout cas, Dominique Besnéard, ça veut dire que vous avez encore beaucoup de travail devant vous et un travail qui vous fait rêver et qui vous passionne. Et ce passé, on peut le lire dans Art Média, une histoire du cinéma français aux éditions de l'Observatoire, que le public lira parce qu'il ira au-delà de 10%. Merci Dominique Besnéard. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir participé à ces clés d'une vie et puis continuez à travailler comme ça. Vous revenez quand vous voulez sur Sud Radio. Mais moi, j'adore venir ici. J'étais venu il y a 2 ans. Écoutez, rendez-vous dans 1 an ou 2 pour la suite. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.